Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 15 des questions fréquentes qui concernent le réseau Helium. On va se faire un petit peu d'actualité. Dans l'épisode numéro 14, je vous ai parlé du halving et de ses conséquences. On va commencer par revenir dessus et parler un peu plus des modèles économiques derrière le réseau Helium, puisque ce sont des questions qui sont revenues ces derniers jours. Alors dans l'épisode numéro 14, eh bien, je vous avais parlé du SenseCap et c'est dans le 13, je crois, que j'avais dû vous parler du halving. Eh bien, le halving, il est arrivé. Le halving, c'était donc le 1er août. Et pour rappel, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le halving, eh bien, c'est la division par 2 des rewards mensuels qui sont attribués aux différents mineurs. Et donc, ce que je vous disais la dernière fois, eh bien, c'est ce qu'on attendait du halving, c'est que ça entraîne une augmentation du cours de l'hélium. Alors là, c'est plutôt ce qu'on a constaté, puisqu'avant le halving, on tournait autour de 13-14 $. En ce moment, on est autour de 26. Donc, on pourrait dire c'est miraculeux et le halving a fait son effet. On a fait x2. Alors, ce serait un raccourci un petit peu trop rapide. Voilà, puisque le cours a évolué pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir, parce que c'est important. Alors, bien sûr, en petit warning, petite attention, ce que je vais vous dire ici, on commence à parler de valorisation de la crypto. Ce n'est absolument pas des conseils de placement, bien entendu. Donc, vous faites ce que vous voulez de ça, mais je n'ai aucun conseil à vous donner par rapport à des investissements ou autres sur ce token-là ou d'autres d'ailleurs. Alors, on a vu le token qui a beaucoup augmenté après le halving. Alors, bien sûr, comme j'ai expliqué, il y a un effet halving puisque, eh bien, on diminue l'offre sur le marché et donc, par conséquent, si la demande reste stable, en réduisant l'offre, eh bien, mécaniquement, on obtient une augmentation du cours. Mais ce n'est pas le seul élément, il y a eu des éléments qui sont super importants et beaucoup plus structurels, on va dire, par rapport à la santé du réseau qui sont sortis. Entre autres, Helium, donc la société qui est derrière ce projet-là, où il y a des gens qui sont payés pour aller développer tout le software qu'on utilise, eh bien, cette société, elle a fait une levée de 110 millions de dollars. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein. L'échelle française c'est même très bien, l'échelle américaine c'est encore, on va dire, le démarrage, mais c'est très bien, ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui ont confiance. Donc ça, c'est quand même relativement important. Donc des investisseurs ont confiance dans le projet et par conséquent sont prêts à apporter du cash aux développeurs pour qu'ils puissent développer. Parce que c'est sympa de se rémunérer avec des tokens, mais c'est bien aussi d'avoir du cash pour faire ses courses, hein, globalement. Donc ça, c'est important. Donc cette confiance-là, elle s'est traduite sur les marchés par un intérêt particulier, parce qu'il y a de la communication, parce que les investisseurs font confiance, et donc d'autres investisseurs font confiance. Et donc ça s'est traduit immédiatement par une augmentation relativement importante du cours, et puis ça a plutôt tenu derrière, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors cette augmentation de capital dans le monde des cryptos, donc elle s'est faite de façon un peu spécifique. Il faut bien que je vous rappelle que dans le monde d'Helium, en fait, un tiers des rewards qui sont distribués tous les mois sont distribués aux fondateurs d'Helium et à leurs partenaires associés qui ont financé le projet. Donc Helium possède un stock de HNT important. Stock, en général, ils n'écoulent pas forcément sur les marchés parce que ça pourrait augmenter fortement l'offre et donc diminuer le cours. Voilà. Enfin, après, je ne sais pas comment ils le gèrent, je ne regarde pas ça dans les détails, mais on va dire qu'ils ont tendance plutôt à conserver ces tokens-là et à les utiliser dans des opérations comme celle-ci, donc dans des opérations où ils ont besoin de fonds. Et donc, cette fois-ci, ils vont aller vendre une partie de ces tokens. Ils vont vendre ces tokens, non pas sur les marchés type Binance et compagnie, mais ils vont les vendre en direct auprès des investisseurs, ce qui fait que c'est un mouvement qui se fait en dehors des marchés, à un cours qui est fixé sur une opération one-shot. Donc là, ce que j'ai compris de cette opération-là, c'est qu'il y a 2,5 millions de tokens qui ont été vendus pour obtenir 110 millions. Je crois avoir compris que le cours auquel ça a été acheté était autour de 14,5. Voilà, il faudrait vérifier, hein, c'est des choses que j'ai lues à droite et à gauche, mais je n'ai pas la source en tête. Mais ça donne une petite idée. Voilà, et donc ces fonds d'investissement ont misé sur Helium. Alors, ils ont misé sur Helium pour un truc en particulier, c'est le développement de la 5G. 5G CBRS. Donc nous, on déploie du LoRaWAN aujourd'hui, donc un réseau IoT, mais vous en avez entendu parler, aux États-Unis commence le déploiement de la partie 5G, c'est-à-dire la possibilité de connecter son téléphone finalement au réseau Helium pour pouvoir échanger de la data, échanger de la communication. Alors ça, c'est super intéressant parce que je vous ai déjà parlé de valorisation des télécoms et tout ce qui va avec. Alors c'est vrai que l'IoT, c'est un bon point d'entrée parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est facile à déployer, mais quand on veut vraiment uberiser le monde des télécoms, il va falloir s'attaquer au mainstream
main market, et ce main market, en effet, c'est les téléphones portables, donc c'est la partie LTE-M 5G. Alors là, dans la 5G, on est sur des équipements un peu particuliers, un peu plus low cost que ce que peuvent utiliser les utilisateurs, et puis une 5G particulière qui s'appelle la 5G CBRS. Et cette 5G CBRS, ben, juste pour vous dire, vous pouvez regarder, mais en France, c'est très réglementé. Il faut une autorisation de l'ARCEP pour déployer ce type de 5G là. Et j'ai peur qu'on ait un petit peu de mal, nous, individuels, à déployer ce type de solution. Voilà, donc c'est pas pour la France en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Après, il y a peut-être d'autres pays d'Europe où ça pourra se déployer. Aux États-Unis, en tout cas, ça peut se déployer. Voilà, mais il y a un potentiel important. C'est pour ça que Helium avait besoin d'argent. C'était pour embaucher des nouveaux développeurs pour développer cette partie-là sans phagocyter les ressources qui sont présentes sur la partie LoRaWAN que l'on déploie. Et cette levée, c'est fait pour ça. Voilà. Donc, preuve de confiance, ça a amené une augmentation intéressante du cours du token. Et puis, derrière, il y a d'autres effets. Hein. Il y a le Bitcoin aussi qui, globalement, a pas mal progressé depuis le début du mois d'août. Puisque là, on est autour des 50 000 $ aujourd'hui. Donc, globalement, l'ensemble des cryptos a progressé. Et donc, Helium, on a aussi profité. Donc, quand vous faites le cumul du halving, plus cette levée de fonds, plus la bonne santé des cryptos en ce moment, eh ben, on a un effet qu'on constate aujourd'hui qui est en effet globalement le doublement de la valeur du token depuis le début du mois. Voilà. Alors ça, c'était pour revenir un petit peu sur cette vidéo halving. Vous expliquer que voilà, il y a des choses qui correspondaient à ce qu'on a dit, et puis il y a d'autres facteurs exogènes qui sont aussi à prendre en compte, hein, parce que le halving, c'est plutôt un effet globalement dans la durée, puisqu'il y a toujours un fond d'offres qui est toujours présent au moment du halving, et donc qui fait que les choses augmentent petit à petit. Donc ce qui veut dire que potentiellement, on peut espérer que le cours augmente encore un petit peu, voire pas mal, enfin ce serait cool. Et ça c'est important parce que, comme on l'a vu, au niveau des mineurs, on a aussi une diminution des rewards qui est continue, qui est liée à l'arrivée de nouveaux hotspots, puisque bien entendu, en fait, les 2,5 millions de tokens qui sont distribués, il faut les partager entre tous les mineurs qui sont connectés et qui travaillent sur le mois en question. Et donc, par conséquent, plus on a de mineurs et plus on se répartit les choses. Alors forcément, quand on avait 2000 mineurs, le passage à 4000 s'est fait très vite, donc la première division par deux était rapide. De 4000 à 8000, ça a pris un petit peu plus de temps, 8000 à 16000, ça a pris du temps, 16000 à 32000, un peu plus, mais petit à petit, les divisions, bien sûr, s'étalent. Aujourd'hui, on est sur 130 mineurs, donc ça veut dire que pour avoir une division par deux des revenus liés à la répartition, il faudra déployer 130 autres mineurs supplémentaires. Donc ça pour vous dire que finalement, la division par deux des revenus, hein, qui est quand même significative, qu'on ressent bien, elle va s'étaler de plus en plus dans le temps. Alors, puisqu'on parle des modèles économiques et qu'on parle du long terme, puisqu'il y a des questions qui se posent là-dessus, sur les rewards. Alors déjà, moi, je veux juste dire un petit truc que je ressens assez fortement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Helium, ça va plus valoir le coup ». Alors, il faut juste quand même se dire que Helium, il y a quelques mois, un hotspot, on l'amortissait dans la semaine. Aujourd'hui, on a sorti un hotspot globalement sur 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc on est quand même assez loin de pouvoir se dire ça vaut plus le coup. Voilà. Parce que ça vaut plus le coup, ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à amortir le hotspot. Donc on l'amortit on l'amortit pas dans sa durée de vie. La durée de vie d'un hotspot, on ne les a pas vus encore sur le terrain sur le long terme, hein, mais grosso modo, ce type d'équipement, c'est censé avoir une durée de vie de 3 à 10 ans. Voilà. Donc on a encore un petit peu de marge avant d'avoir des retours sur investissement négatifs globalement sur le projet. Donc ça c'est le premier truc. C'est vrai que ceux qui ont vu les revenus et qui se sont dit au mois de février, ouais, je commande des hotspots et j'arrête de bosser, c'est la fête, ils vont être un peu déçus, mais déjà en février on le savait en fait. Hein. Donc en fait pas de surprise sur le niveau des rewards qu'on a aujourd'hui. C'est même plutôt assez intéressant parce qu'à ce moment-là, le token il valait pas grand chose par rapport à aujourd'hui, donc sur l'avenir c'était un peu plus on ne savait pas trop, voilà, mais aujourd'hui ça devient de plus en plus clair et donc du coup on peut pas dire que l'investissement n'est plus intéressant, voilà. Encore une fois, c'est pas une recommandation d'investissement ou quoi que ce soit, c'est juste pour rappeler aux gens qui ont pris l'habitude d'avoir énormément de revenus avec ce système-là, que ça diminue, en fait c'est normal, et donc c'est pas que le projet est en train de mourir ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était prévisible, normal, et même c'est sain, parce que sinon il y a trop de spéculation, et du coup ça peut pas fonctionner dans la durée.
Donc voilà, donc les rewards vont diminuer sur la partie POC, ainsi de suite, en fonction du nombre de hotspots qui sont disponibles, hein. Enfin, quelque part, si on a 1 million de hotspots qui sont déployés dans le monde entier, et ben, ça veut dire qu'en moyenne, tous les mois, il y aura 2,5 HNT par hotspot, par mois. D'accord? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec un hotspot à la journée. Donc forcément, il va y avoir des diminutions, c'est quelque chose qui est normal. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est quel va être le cours du token. Si le cours du token il est de 100 ou 200 dollars, bah, ça va rééquilibrer. Voilà. Mais ça, j'en ai déjà parlé, bien sûr, il faut regarder ces deux aspects des choses pour arriver à s'y retrouver. Alors, ce que je veux dire autour de ça, c'est que il y a cet aspect-là, il y a cet aspect d'époque, donc qui est quelque chose qui forcément va diminuer, mais l'objectif de ce qu'on est en train de construire, c'est de construire un réseau. Voilà, on n'est pas en train de mettre des machines dont le but est de faire des POC qui rapportent des HNT, même si enfin, on peut le voir comme ça d'un point de vue investisseur, mais en fait ce qu'on est en train de construire avec le projet Helium, c'est un réseau de communication. Et donc finalement, ce qui est important sur un réseau de communication, eh bien, c'est le fait qu'il y ait des objets qui communiquent et qui envoient des datas. D'accord? Et ces objets-là, ils vont arriver si on a un réseau qui est de bonne qualité. Donc ce qui est très important en fait quand on construit le réseau aujourd'hui, si on veut avoir des revenus dans la durée sur Helium, c'est de construire un réseau qui soit un réseau pertinent pour les gens qui vont l'utiliser. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau pertinent pour les gens qui vont l'utiliser? C'est un réseau qui a une couverture qui est large, c'est pas un réseau ultra dense avec 5000 hotspots sur 1 km², d'accord? C'est un réseau qui va couvrir le plus largement possible le territoire. C'est un réseau qui va avoir suffisamment de redondance pour qu'on s'assure que en cas de panne, en cas de problème sur du matériel, le réseau existe toujours. Et globalement, c'est un réseau dont on connaît le mode de fonctionnement. On connaît sa fiabilité, on connaît sa couverture. Alors ça veut dire deux, trois petites choses. Ça veut dire que si on veut miser sur le long terme sur Helium, il faut, alors certes, c'est pas très motivant, mais il faut éviter de déployer les hotspots là où il y en a déjà plein. Peut-être qu'à très court terme, ça va être quelque chose qui sera peut-être plus rentable, mais si on regarde dans la durée, ce sera quelque chose qui ne sera pas rentable parce que ça pénalise globalement le réseau. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut commencer à s'éloigner un petit peu des cœurs où il y a cœurs de ville, où il y a énormément de hotspots, pour commencer à faire de la couverture de territoire. Ok, les rewards sont moins importants, mais les rewards permettent quand même aujourd'hui d'amortir assez rapidement le matériel. Donc dans le fond, ce n'est pas un vrai problème. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire aujourd'hui, hein, c'est d'étendre au-delà du centre de la ville. J'essaye de maintenant couvrir le département, c'est mon objectif, de façon à apporter un réseau qui soit vraiment utilisable dans le plus de cas d'usage possible. Il va falloir qu'on se tourne dans cette direction-là. Parce que à un moment, donc, les POG vont pas être la partie la plus intéressante. Ce qui va devenir le plus intéressant dans le futur, c'est les communications. Alors qu'est-ce qu'on peut gagner avec des communications? Ça va dépendre énormément du nombre d'objets qui est autour et donc des cas d'usage qui sont déployés. Je vais vous faire juste un truc de théorie pour voir ce qu'on pourrait gagner avec un hotspot en termes de communication. Mais attention, c'est très hypothétique parce que vous allez voir, ça demande d'avoir beaucoup de devices. Donc je vais juste me baser sur la capacité d'un hotspot à traiter des données, puis on connaît le coût d'une donnée, donc ça nous permet d'avoir une petite idée. Donc en gros, quand on émet un message de 24 octets sur le réseau, ça va durer à peu près 100 millisecondes. Alors si on imagine qu'on a tout le temps des objets qui sont en train de communiquer, c'est vraiment la capacité maximum, grosso modo à 100 millisecondes, ça veut dire que toutes les heures, on va pouvoir avoir 36 000 messages. Ces 36 000 messages, si on la ramène à la journée, ça va faire 860 000 messages, grosso modo, qui vont pouvoir être traités par une gateway sur un canal. Et comme les gateways ont 8 canaux, eh bien, ça veut dire qu'on peut monter à 7 millions de messages traités par une gateway par jour. Alors, si on atteignait ces 7 millions, ça veut dire qu'on a complètement saturé l'espace des fréquences. Donc, en gros, le réseau s'est écroulé. Donc, on va prendre une autre hypothèse derrière, qui est de se dire qu'en fait, la charge de notre réseau, elle est à peu près à 50%, et donc du coup, on a à peu près 3,5 millions de messages par jour qui peuvent être traités par un hotspot. Alors c'est quand même le super hotspot, hein, hyper bien placé, il a autour de lui des milliers d'objets, d'accord, mais pourquoi pas, hein, l'IoT est quelque chose sur lequel on attend des milliards d'objets. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, avoir quelque chose comme ça de très élevé. Et il faut savoir donc qu'un DC, qui correspond au traitement d'un message par un hotspot, eh bien, ça correspond à 1 dollar pour 100 000 messages. Donc, on pourrait, en théorie,
monter grosso modo jusqu'à un hotspot pourrait gagner 35 dollars en DC, donc en communication, hein, là c'est indépendant du cours du token, chaque jour. Donc ça c'est pour vous donner une idée, pour vous dire que une fois qu'on a éliminé le POC, on peut avoir des rewards qui sont intéressants au niveau de transfert de données. Alors 35 dollars par jour, c'est quelque chose de quand même globalement assez colossal, et qui, je l'ai expliqué, correspond à 50% de saturation du réseau, et 50% de saturation du réseau correspond quand même à beaucoup d'objets qui vont être autour de l'antenne. On parle de milliers d'objets qui sont autour de l'antenne. Donc c'est pour relativiser un petit peu ce chiffre-là. Vous attendez pas à gagner 35 dollars à terme par hotspot. Il y a très peu de chances qu'on soit sur ces niveaux-là, mais c'est pour vous dire quand même qu'on n'est pas en train de parler de 10 centimes. Parce que quand on regarde le coût de communication à l'objet, on a l'impression qu'il est nul. Mais si on regarde la capacité à recevoir des objets multiples sur une gateway, bah, ces petites sommes minuscules peuvent commencer à représenter une somme qui peut être importante. Voilà. Donc ça c'est voilà, pour vous illustrer ce modèle, ce transfert de modèle qu'on va avoir avec des POC qui vont avoir des revenus qui diminuent puisqu'on se partage un nombre de tokens qui est limité et qu'on est de plus en plus nombreux à se le partager. Mais de l'autre côté, un système qui est financé par les communications, et c'est vraiment ça l'objectif, et donc qui va augmenter. Alors vous allez me dire, bien sûr, si on place des hotspots dans des lieux qui sont un petit peu perdus, forcément, on va pas avoir beaucoup de données, et forcément, du coup, on va pas beaucoup de rewards. Oui, c'est vrai. Et clairement, un hotspot qui est perdu dans la pampa, aujourd'hui, fait pas beaucoup de POC, et demain, il y a peu de chances qu'il fasse énormément de data. Il en fera, il y a plein de cas d'usage dans la campagne, voilà, mais potentiellement, il en fera beaucoup moins. Mais il faut avoir en tête une chose, c'est que pour que le réseau fonctionne, il faut qu'il y ait une couverture suffisamment grande pour qu'on puisse avoir des cas d'usage. Donc pour que des hotspots en ville fonctionnent, il faut qu'on ait des cas d'usage importants, et pour qu'on ait ce nombre de cas d'usage importants, il faut qu'on ait une couverture qui soit la plus globale possible. Donc par conséquent, il faut aussi déployer des antennes dans des lieux qui vont être, on va dire, un investissement qui est moins intéressant. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une étape où les rewards sont importants, donc quelque part, on a une capacité à réinvestir dans le réseau qui est importante. Il faut profiter de cette capacité à réinvestir dans le réseau pour le faire. Parce que c'est bien en faisant ça à ce moment-là que ça va être le moins douloureux pour étendre le réseau. Si on attend que la rentabilité soit à 4 mois ou à 5 mois pour se dire je vais racheter du matériel pour le redéployer dans des zones où c'est peu rentable, ça ne va pas être motivant. Alors qu'aujourd'hui, vous dites ok, j'ai amorti mon matériel en 2 semaines, bon bah allez, je réinvestis et je mets ça dans un endroit peut-être un peu moins couvert, où il y aura un peu moins d'enjeux dans le futur, mais en tout cas, je fais profiter le réseau. Parce que la valeur de ce qu'on construit, c'est bien la valeur d'un réseau global, et c'est pas uniquement ce qu'on fait dans un petit bout de ville, dans un petit coin. Voilà, faut vraiment avoir ça en tête. Alors pour aller plus loin, je vous parlerai du mapping, parce que c'est important, quand on déploie un réseau sur un grand territoire, il faut montrer justement qu'on a cette couverture. Donc, nous on fait pas mal de mapping sur Clermont, avec différents outils. Du coup dans la prochaine vidéo, je vous partagerai ce qu'on fait et quels sont les outils qu'on utilise pour faire ça, et puis globalement à quoi ça sert. Voilà. Et puis, aujourd'hui, voilà, je vous invite à réfléchir un peu à la bonne façon, voilà, comment vous pouvez vraiment contribuer au réseau de façon à le rendre plus grand. Le dernier point, mais ça c'est un avis très personnel, c'est mon analyse, mais je crois que je l'ai déjà partagé, mais je vais la repartager rapidement puisque c'est vraiment la thématique du jour, de se dire, mais finalement, en termes de rentabilité sur Helium, vers quoi on se dirige? Alors moi j'ai une analyse qui est complètement en dehors du réseau Helium et ainsi de suite, qui est vraiment globale sur les cryptos, de dire en fait, il y a du monde qui va rentrer dans le réseau à partir du moment où cet investissement dans Helium est plus intéressant qu'un investissement dans l'Ethereum ou dans le Bitcoin ou d'autres. Voilà. En gros, je suis un investisseur, j'ai 1000 dollars disponibles pour investir dans les cryptos. Est-ce que je l'investis dans du matériel pour faire du Bitcoin, de l'Ethereum, ou pour faire du Helium ou autre? Donc c'est ça en fait la question que doit se poser un investisseur dans le monde des cryptos, un investisseur dans le minage. Et aujourd'hui, si on regarde le monde de l'Ether ou le monde du Bitcoin, globalement on est sur des retours sur investissement qui sont de l'ordre de 5 mois. Ça veut dire que en fait, vous achetez du matos, au bout de 5 mois, quand vous avez enlevé l'électricité, l'investissement du matériel, vous commencez à gagner un petit peu d'argent. Et puis, en général, commence à être le moment où il faut aussi réinvestir dans du nouveau matériel parce qu'il commence à être à peu près obsolète, hein, grosso modo. Mais c'est à peu près voilà, cet horizon de temps sur lequel on travaille, de ce que je peux voir dans le monde des cryptos de façon assez usuelle. Et
En fait, aujourd'hui, Helium, on est sur un retour sur investissement, ça dépend où on est positionné, mais qui va être entre 2 semaines et 4 semaines. Donc on est très très loin des 5 mois qu'on va trouver ailleurs. Et donc tant qu'on sera très loin de ces 5 mois-là, les gens auront intérêt à investir dans Helium. Donc il y aura plus de gens qui vont rentrer dans Helium. Aujourd'hui, ce qui limite l'investissement dans Helium, entre autres, c'est la disponibilité du matériel. Et ça, c'est quelque chose qui va tendre à disparaître de plus en plus dans les mois à venir. Donc on va avoir de plus en plus de monde qui va pouvoir rentrer, soit parce qu'il a reçu le matériel commandé il y a longtemps, soit parce que le matériel est facilement disponible. Donc par conséquent, on va avoir plus de monde qui va rentrer, jusqu'à en effet qu'on atteigne ce retour sur investissement qui va être peut-être de 3 mois ou 5 mois ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, eh bien, les gens vont commencer à se dire, bon, en fait, je préfère miner sur Ethereum ou sur Bitcoin, parce que peut-être qu'en plus de leur retour sur investissement, il y a un potentiel sur le token qui nous semble plus important, voilà, ou peut-être ce sera sur Helium. Mais c'est pour se donner une petite idée, voilà, on va être sur cette période-là. Et donc ça veut dire par rétro-réflexion que si on est sur des retours sur investissement sur Helium qui sont de l'ordre, allez, on va prendre 4-5 mois dans ces eaux-là, en sachant que pour rentrer sur Helium, entre le coût du mineur, le coût de l'antenne, le coût de l'installation et compagnie, on arrive à être à peu près à 500 $, 600 $. On sera peut-être, je vais faire très simple, à 500 $ globalement, pour simplifier les choses, à ce moment-là. Eh bien, globalement, 500 $ sur 5 mois en termes d'amortissement, ça veut dire quelque chose autour d'une centaine de dollars qui est gagné par mois. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à me dire qu'on va tendre vers un revenu de minage pur qui va être autour de la centaine de dollars au niveau de tout ce qui est rémunération d'époque et ainsi de suite. Puis après viendra la data, mais qui sera beaucoup plus aléatoire et qui va être beaucoup plus étalée dans le temps. Voilà. Donc moi j'estime que si on atterrit vers ces horizons, voilà, d'une centaine de dollars par mois, eh bien on est sur quelque chose qui est cohérent. Voilà, c'est mon avis, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement ou quoi que ce soit, c'est juste pour partager un peu ma réflexion sur le sujet. Donc si on est sur ces montants-là, vous voyez qu'aujourd'hui on a encore pas mal de marge, et puis ouais, il faut réfléchir au système quand il sera sur ce type de revenu-là pour pouvoir s'équilibrer. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est du matos qu'on n'a pas trop à changer, il n'est pas obsolète, comme peuvent l'être des solutions pour du Bitcoin ou de l'Ethereum. Vous voyez une différence un peu sur Bitcoin et Ethereum. Pour suivre, en fait, pour rester dans ce niveau de revenu, vous êtes obligé de changer de matériel régulièrement. Dans le monde d'Helium, on est plutôt sur l'ajout de matériel nouveau pour arriver à conserver finalement son niveau de revenu. Mais on est sur une durée de vie qui est beaucoup plus longue du matériel. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Dans mes équations de retour sur investissement, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi prendre en compte, qui pourrait potentiellement amener encore à diminuer un peu ce revenu que j'estimais à une centaine de dollars, qui pourrait descendre à une cinquantaine de dollars, parce que derrière le retour sur investissement se fait sur une période beaucoup plus longue sur le même matériel. Voilà. Bon voilà pour mes réflexions, j'espère que ça alimente un peu vous aussi votre réflexion sur le sujet. Et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon retour de vacances, parce que moi c'est la vidéo de retour de vacances. Et puis je vous dis à très bientôt pour l'épisode 16 qui sera consacré cette fois au mapping du réseau, c'est-à-dire la carte de couverture du réseau. Ciao!